Mes parents ont volé ma montre de famille et l'ont donnée à l'enfant chéri. Ma mère a ricané, il l'appréciera plus que toi. Cette nuit-là, je me suis retiré de leur compte bancaire joint et j'ai gelé mon crédit. Quand ils sont venus mendier de l'argent plus tard, j'ai répondu, je suis trop vieille pour être votre distributeur automatique de billets. Ma famille m'a humilié la veille de Noël, donnant mon cadeau à mon frère au chômage parce qu'il avait besoin d'une victoire, tout en ricanant que j'étais trop vieille pour les cadeaux. Je n'ai pas crié. J'ai simplement souri, je me suis excusé pour aller aux toilettes, et j'ai supprimé définitivement la surprise de retraite de 20 000 € que j'étais à quelques secondes de révéler. Je sais que cela semble mesquin, mais attendez d'entendre ce qu'ils m'ont dit avant que je ne mette fin à tout. Si vous avez déjà été le paillasson de la famille, vous devez vous abonner pour voir comment cela se termine. Je suis curieuse, quel est le pire cadeau que vous ayez jamais reçu? Dites-le moi dans les commentaires. L'enveloppe dans mon sac à main semblait lourde, même si elle ne contenait qu'une seule feuille de papier cartonné. Ce n'était pas seulement du papier. C'était l'aboutissement de 3 années d'heures supplémentaires, de vacances sautées et d'épargne agressive. C'était la confirmation d'une croisière de luxe de 14 jours tout compris en Méditerranée pour mes parents, Gary et Linda. Une célébration de retraite, le grand voyage dont ils avaient chuchoté depuis que j'étais petite fille, celui qu'ils prétendaient ne jamais pouvoir se permettre parce qu'ils étaient trop occupés à nous élever. Je me tenais sur le porche de la maison de mon enfance, le vent glacial de décembre me mordant les joues, essayant de me ressaisir. Je n'étais pas seulement fatigué, j'étais épuisé. Mon travail d'analyste financière senior pour une grande entreprise en ville exigeait des semaines de 60 heures, et le dernier trimestre avait été particulièrement brutal. J'avais pris un vol de nuit ce matin-là, fonctionnant à la caféine et à l'espoir désespéré et naïf que ce Noël serait différent. À l'intérieur, je pouvais entendre le rugissement étouffé de la télévision et le tintement des verres. Mon frère Mason était déjà là. Bien sûr qu'il l'était. Mason n'avait pas de travail d'où il devait revenir en avion. À 29 ans, il était actuellement entre 2 projets, ce qui était un euphémisme pour dire qu'il dormait dans son ancienne chambre et dépensait la pension de nos parents dans des investissements qui ne se matérialisaient jamais. Je pris une profonde inspiration, serrant la lanière de mon sac où la surprise de 20 000 € attendait. « Tiens bon jusqu'au dîner, me dis-je. Donne-leur le cadeau. Vois les sourires. Peut-être que pour une fois, ils te regarderont comme ils le regardent. » J'ouvris la porte, forçant un grand sourire sur mon visage. « Joyeux Noël !» criai-je en entrant dans la chaleur du couloir. L'odeur de cannelle et de dinde rôtie était épaisse dans l'air, une odeur qui aurait dû être réconfortante, mais qui me noua l'estomac d'anxiété. Le silence m'accueillit. J'entrai dans le salon. Papa, Gary, était dans son fauteuil, une bière à la main, les yeux rivés sur le match de football. Maman, Linda, s'affairait autour de la table basse, arrangeant des amuse-gueules. Et Mason était affalé sur le canapé, occupant 3 coussins, riant de quelque chose sur son téléphone. « Oh, tu es là » dit maman, sans lever les yeux de ses œufs mimosa. « Salut, maman. »« Salut, papa » dis-je, ma voix vacillant légèrement. Je m'approchai pour lui faire un câlin, mais elle pivota adroitement pour ajuster une chaussette sur la cheminée, me laissant étreindre le vide. « Salut, sœurette » dit Mason, sans lever les yeux de son écran. « Tu as apporté le bon scotch, ou tu as encore été radine ?»« Mason, sois gentil » grogna papa, bien que ses yeux ne quittèrent jamais la télé. « Elle vient d'arriver. Laisse-la enlever son manteau avant de commencer à mendier. » J'avalai la boule que j'avais dans la gorge. « Ce n'est rien, pensai-je. Ils sont juste stressés. » Je me dirigeai vers le sapin. Il était enseveli sous une montagne de cadeaux. Ma contribution était modeste cette année en termes de boîte physique, quelques beaux pulls, une nouvelle boîte à outils pour papa, car le vrai cadeau était dans mon sac à main. « Le dîner est dans 10 minutes, annonça maman. Mais ouvrons 1 ou 2 cadeaux maintenant. Mason est impatient. Je ne suis pas impatient, sourit Mason, se redressant enfin. Je suis juste débordant d'esprit de Noël. Nous nous sommes assis. La dynamique était aussi familière que les meubles. Je pris le fauteuil rigide dans le coin. Mason prit le centre de la pièce. Maman tendit une boîte à Mason. Des baskets de créateur. Puis une autre. Une nouvelle console de jeu. Puis une autre, de l'argent. Je regardais, un sourire poli plaqué sur mon visage.
J'avais 32 ans, une femme adulte. Je n'avais pas besoin de jouets. Je pouvais m'acheter tout ce que je voulais. Mais la disparité était à couper le souffle. Pour moi, maman me tendit un petit sac non emballé contenant une bougie parfumée. C'est à la vanille, dit-elle d'un ton dédaigneux. Je sais que tu aimes les choses ennuyeuses. Merci, maman, dis-je. Ça sent très bon. Puis vint le moment qui brisa tout. Il restait une boîte sous le sapin. Elle était emballée dans un élégant papier argenté avec un ruban bleu, mon style d'emballage signature. Mais je ne l'avais pas emballée. Je reconnus immédiatement l'étiquette. Elle venait de tante Sarah, la sœur de ma mère qui vivait à Paris. Tante Sarah était la seule qui me voyait vraiment. Elle m'avait envoyé un texto des semaines auparavant pour me dire qu'elle envoyait quelque chose de spécial, quelque chose qu'elle avait trouvé dans une vente de succession spécifiquement pour moi. L'étiquette disait clairement pour Claire. Maman prit la boîte. Elle regarda l'étiquette. Puis elle regarda Mason. « Tiens, chérie, dit-elle en tendant la boîte à mon frère. Je me figeai. « Maman, dis-je, ma voix tranchante. » L'étiquette dit Claire. La pièce devint silencieuse. La main de Mason était déjà sur la boîte. Maman ne rougit même pas. Elle haussa simplement les épaules. Un mouvement désinvolte et cruel de ses épaules. Je sais, Claire, mais je l'ai ouverte plus tôt pour vérifier. C'est une montre chronographe vintage. Style homme. Vraiment massive. C'est une Patek, murmurai-je. Je connaissais tante Sarah. Elle n'achetait pas de la camelote. Mason a eu une année si difficile, continua maman, sa voix prenant ce ton mielleux et défensif qu'elle utilisait chaque fois qu'elle déshabillait Pierre pour habiller Paul. Il a été si abattu par l'échec de son entreprise. Il a besoin d'une victoire, Claire. Il a besoin de quelque chose pour lui remonter le moral. Mason déchira le papier. Il ouvrit la boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une superbe montre vintage valant facilement 5000 €. Waouh, dit Mason en sifflant. Génial. Il la passa à son poignet. Elle n'était même pas à sa taille. Elle glissait sur son avant-bras. Merci, maman. Maman, dis-je en me levant. Mes jambes semblaient tremblantes. C'était mon cadeau de tante Sarah. Tu ne peux pas simplement le lui donner. Papa coupa le son de la télé. Il se tourna vers moi, son visage se tordant en une grimace d'agacement. Claire, arrête de faire une scène. C'est Noël. Je ne fais pas de scène. J'énonce un fait, argumentai-je, ma voix s'élevant. C'est ma propriété. Il y a mon nom dessus. Il l'appréciera plus, dit maman, me coupant d'un geste de la main comme pour chasser une mouche. Tu as un travail, Claire. Tu as de l'argent. Tu peux t'acheter 10 montres si tu veux. Mason n'a rien en ce moment. Regarde-le. Regarde comme il est heureux. Elle a raison, sœurette, dit Mason, levant son poignet pour capter la lumière. Ce n'est pas vrai. Tu es de toute façon trop vieille pour les cadeaux, interrompit papa, sa voix tonnant. Grandis, Claire. Tu as la trentaine. Tu devrais donner, pas prendre, attendre un cadeau à ton âge. C'est embarrassant. Les mots me frappèrent comme des coups physiques. Embarrassant. Je l'ai regardé, le tableau de ma famille. Mon père me jugeant parce que je voulais un simple gage d'affection. Ma mère me dépouillant de mon identité pour habiller l'ego de mon frère. Et Mason, portant mon vol à son poignet, souriant avec l'air du chat qui a eu la crème. Je sentis l'enveloppe dans mon sac brûler contre ma hanche. La croisière. Le geste d'amour de 20 000 € que j'étais sur le point d'offrir à ces gens. Tu es trop vieille pour les cadeaux. Quelque chose en moi se brisa. Ce ne fut pas un bruit fort. C'était le clic métallique silencieux d'une porte de coffre-fort se fermant pour toujours. Vous avez raison, dis-je. Le calme soudain de ma voix me surprit même moi. Je me rassis. Je lissai ma jupe. Je regardai papa, puis maman, puis Mason. Je suis trop vieille pour les cadeaux, répétai-je, forçant les coins de ma bouche à former un sourire. Je suis désolé, j'ai été égoïste. Joyeux Noël, Mason. Profite de la montre.
Maman poussa un soupir de soulagement. En fait, dis-je en consultant mon téléphone. Je ne me sens pas bien. Je pense que le vol m'a vraiment épuisé. Je vais me laver le visage. Ne prends pas trop de temps, grogna papa en remontant le volume. Je me dirigeai vers la salle de bain du rez-de-chaussée et verrouillai la porte. J'ouvris le robinet pour qu'il ne m'entende pas. Puis, je sortis mon téléphone. Je ne pleurais pas. Je ne tremblais pas. Mes mains étaient parfaitement stables lorsque j'ouvris l'application de l'agence de voyage. La salle de bain était un sanctuaire à la perfection superficielle de ma mère. Des serviettes d'invité qu'il ne fallait jamais toucher. Des savons en forme de coquillage qui prenaient la poussière depuis une décennie. Je me regardais dans le miroir. La lumière fluorescente était impitoyable, soulignant les cernes sous mes yeux que le maquillage ne pouvait cacher. J'avais l'air réussi, professionnel et complètement vide. Il l'appréciera plus. La phrase tournait en boucle dans mon esprit, chaque répétition aiguisant ma résolution. Ce n'était pas à propos de la montre. Je pouvais acheter la montre. C'était le principe. C'était l'effacement désinvolte de mon existence. Pour eux, je n'étais pas une fille. J'étais un service public. J'étais le générateur de secours qui maintenait les lumières allumées quand Mason faisait sauter un fusible, et Mason était l'attraction principale. Je baissai les yeux sur mon téléphone. L'application était ouverte. Référence de réservation 88.392G. Statut confirmé. Passager, Gary Miller, Linda Miller. Coût total, 19 850 €. J'avais réservé la suite présidentielle. Balcon, service de majordome, excursions illimitées. Ce n'était pas remboursable en espèces, mais comme j'avais souscrit à l'assurance voyage élite, ironiquement, pour les protéger en cas de problème de santé, je pouvais annuler pour n'importe quelle raison jusqu'à 24 heures avant pour un crédit complet sur mon compte. Le voyage était prévu pour le 5 janvier. J'étais bien dans les temps. Mon pouce plana sur le bouton rouge « Annuler la réservation ». Un souvenir me traversa l'esprit. Papa à ma remise de diplôme, regardant sa montre, se plaignant que la cérémonie était trop longue. Maman au dîner de ma promotion, passant tout le repas à parler de la nouvelle carrière de DJ de Mason. Tu es trop vieille pour les cadeaux. D'accord, papa, murmurai-je dans la pièce vide. Si je suis trop vieille pour les cadeaux, vous êtes certainement trop vieux pour des vacances à 20 000 € à mes frais. J'appuyai sur le bouton. Une boîte de confirmation apparut. Êtes-vous sûr de vouloir annuler? Cette action est irréversible. Je n'hésitais pas. Oui. Traitement en cours. Réservation annulée. Votre remboursement de 19 850 € a été initié. Une étrange sensation m'envahit. Je m'attendais à de la culpabilité. J'avais été conditionné à la culpabilité toute ma vie. Mais au lieu de cela, je me sentis plus légère. C'était comme si je venais de laisser tomber un lourd sac à dos que je portais depuis 30 ans. Mais je n'avais pas fini. L'annulation n'était que la défense. Je devais sécuriser le périmètre. J'ouvris mon application bancaire. Pendant des années, j'avais maintenu un compte joint avec mes parents. C'était techniquement pour les urgences, mais en réalité, c'était leur caisse noire. J'y déposais 1 500 € chaque mois pour aider avec les courses et les factures, sachant très bien que cet argent finissait souvent directement dans la poche de Mason. Solde actuel, 4 200 €. Je cliquais sur Virement. Destination, mon épargne personnelle. Montant, 4 200 €. Virement effectué. Je laissais le compte à 0 €. Puis je suis allé dans l'onglet des virements programmés. Virement mensuel de 1 500 €. Supprimé. Je pris une profonde inspiration. En l'espace de 3 minutes, j'avais récupéré près de 25 000 € et coupé leur perfusion financière. Ils n'en avaient aucune idée. Ils étaient là-bas, en train de manger des œufs mimosa, d'admirer la montre volée de Mason, pensant qu'ils avaient gagné. Ils pensaient que j'étais la Claire soumise et silencieuse qui avalerait l'insulte pour maintenir la paix. Ils avaient oublié une chose cruciale. J'étais une analyste financière. Je comprenais le risque. Je comprenais l'effet de levier. Et je comprenais quand un investissement était devenu un passif.
Ma famille était un actif toxique. Et je venais de liquider ma position. Je tirais la chasse d'eau pour l'effet sonore et me lavais les mains. Quand je me regardais de nouveau dans le miroir, la femme qui me fixait n'avait plus l'air vide. Elle avait l'air dangereuse. Je déverrouillai la porte et retournai dans le couloir. « Tout va bien ?» demanda maman alors que je rentrais dans le salon. Elle découpait la dinde maintenant. « Jamais mieux » dis-je, ma voix douce et claire. J'avais juste besoin de me rafraîchir. « Eh bien, assieds-toi » ordonna papa. Masson nous parlait justement de sa nouvelle idée d'entreprise. Ça va être énorme. Oh, vraiment demandai-je en m'asseyant et en dépliant ma serviette. Je regardais Masson de l'autre côté de la table. Il portait la Patek Philippe. Elle avait l'air ridicule sur lui, jurant avec son sweat à capuche en lambeaux. Raconte-moi tout, Masson. C'est une installation de minage de crypto-monnaie, dit Masson la bouche pleine de farce. Papa hocha la tête d'un air sage. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner. On pensait, Claire. Voilà. Le pivot, la demande. On pensait, continua papa, que puisque tu t'en sors si bien, peut-être que tu pourrais aider ton frère comme cadeau de Noël. Je souris. C'était un sourire acéré comme une lame de rasoir. Un cadeau? Mais papa, tu viens de dire que je suis trop vieille pour les cadeaux. Ça ne veut pas dire que je suis trop vieille pour en faire aussi? Papa fronça les sourcils. C'est vrai, dis-je. La famille. Je touchai mon sac sous la table. L'email de notification pour l'annulation devrait arriver sur l'iPad de maman dont je vérifiais mon horloge mentale. L'agence de voyage envoyait généralement des emails automatisés instantanément. L'iPad de maman était sur le buffet, sonnant occasionnellement avec des notifications Facebook. Ce n'était qu'une question de temps. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas renversé la table sur le champ, il faut comprendre l'architecture de ma famille. Elle n'était pas construite sur l'amour. Elle était construite sur un contrat très spécifique et déséquilibré. J'étais la responsable. Dès l'âge de 7 ans, je pliais le linge, préparais mes propres déjeuners pour l'école et donnais des cours particuliers à Masson. Si j'avais un A, c'était attendu. Si j'avais un B, on me demandait pourquoi je ne m'appliquais pas. J'étais le véhicule d'investissement dont ils attendaient des rendements stables et ennuyeux. Masson était le rêveur. S'il dessinait un bonhomme allumette, il était le prochain Picasso. S'il ratait un test de maths, c'était parce que le professeur ne comprenait pas son esprit créatif. Il était l'action à haut risque et à haut rendement dans laquelle il continuait à injecter de l'argent, espérant un coup de poker qui n'arrivait jamais. En grandissant, je me suis faite petite pour que Masson puisse être grand. J'ai pris la plus petite chambre pour qu'il puisse avoir celle avec le siège près de la fenêtre. J'ai conduit la berline rouillée pour qu'il puisse avoir le VUS plus sûr quand il a eu 16 ans. Je me suis convaincu que c'était de la noblesse. Je me suis convaincu que si je donnais assez, si je travaillais assez dur et si je résolvais assez de leurs problèmes, ils finiraient par m'aimer autant qu'ils l'aimaient lui. Mais l'antagoniste de cette histoire n'est pas seulement Masson. Masson est un symptôme. Les vrais architectes de ce désastre étaient Gary et Linda. Papa était un contremaître d'usine à la retraite qui regrettait le temps où sa parole faisait loi. Il était bruyant, opiniâtre et profondément peu sûr de son propre manque de succès financier. Il utilisait ma carrière comme un trophée pour se vanter auprès de ses amis, mais en privé, il dénigrait mon expertise. La calculatrice, m'appelait-il. La comptable. Comme si mon salaire à 6 chiffres était un joli petit passe-temps. Maman était la grande manipulatrice. Elle opérait sur la culpabilité. Elle était une maîtresse du compliment déguisé et de l'alarme stratégique. Elle avait façonné une réalité où Masson était une victime d'un monde cruel. Et j'étais la fille chanceuse et ingrate qui refusait de partager sa chance. Tu n'as aucune idée à quel point c'est dur pour lui, me disait-elle, généralement en demandant de l'argent pour payer son assurance auto. Ça brise le cœur d'une mère de voir un enfant s'épanouir et l'autre lutter. Alors je payais. J'ai payé l'assurance auto. J'ai payé les soins dentaires d'urgence. J'ai payé l'avocat quand Masson a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Et puis il y a eu la croisière. J'avais passé des mois à la planifier. Je savais qu'il n'avait jamais voyagé. Je savais que maman découpait des photos de la Grèce dans des magazines. Je voulais leur donner le monde.
Je voulais prouver une fois pour toutes que j'étais la bonne fille. J'avais préparé un discours de révélation. J'allais leur donner l'itinéraire au dessert. J'avais imaginé des larmes. J'avais imaginé papa me serrant dans ses bras, me serrant vraiment dans ses bras. Je les regardais maintenant, mangeant leur dinde, inconscients du fait que la fille à qui ils essayaient de soutirer 10 000 € venait de couper leur ligne de vie financière. Alors, à propos des serveurs, insista Mason, s'essuyant la graisse sur sa manche. J'ai trouvé un gars qui vend les installations pas chères. J'ai juste besoin de l'argent pour mardi. Claire peut te faire un chèque avant de partir, dit maman avec confiance. Elle ne demandait pas, elle affirmait. 10 000 €, c'est beaucoup d'argent, dis-je calmement. Tu gagnes ça en un mois, se moqua Mason. Ne sois pas pingre. En fait, dis-je en me penchant en avant. Je n'ai pas 10 000 € pour toi, Mason. Pourquoi pas, demanda papa. Tu les dépenses en vêtements de luxe ou dans cet appartement en ville. Non, dis-je. Je ne les ai tout simplement pas pour ça. L'air dans la pièce changea. Ils n'étaient pas habitués au non. Ils étaient habitués à « je vais voir ce que je peux faire ou peut-être le mois prochain ». Excuse-moi. Maman posa sa fourchette. Il a besoin d'un travail, maman, dis-je. Les mots sortirent avant que je ne puisse les arrêter. Il doit arrêter de dépenser votre argent de retraite dans des chimères. Ce n'est pas une chimère, cria Mason en frappant la table de sa main. La pâtée cliqueta contre le bois. Tu es juste jalouse parce que tu es un drone d'entreprise et que je suis un entrepreneur. Tu es au chômage, Mason, répliquai-je. Et cette montre à ton poignet, c'est un bien volé. Assez, rugit papa. Il se leva, son visage devenant rouge. Je n'ai jamais dit ça, dis-je, ma voix tremblant légèrement. Tu agis comme si, cracha papa, en entrant ici avec le nez en l'air, refusant d'aider la famille. Tu sais quoi? Si tu comptes être aussi toxique, tu devrais peut-être simplement partir. Le voilà, l'ultimatum. Obéis ou sors. Par le passé, je me serais effondré. Je me serais excusé. J'aurais fait le chèque juste pour que les cris cessent. Mais pas ce soir. Ce soir, j'avais une arme secrète. Ce soir, je savais quelque chose qu'il ne savait pas. Tu veux que je parte, demandai-je doucement. Si tu ne peux pas être solidaire, oui, dit maman, ses lèvres formant une ligne mince. Retourne à ton appartement de luxe. Nous profiterons de Noël sans ta négativité. D'accord, dis-je. Je me levai. Je pris mon sac. Attends, dit Mason, l'air paniqué. Et le chèque, Mason? Siffla maman. Laisse-la partir. Elle reviendra. Elle revient toujours. Elle se sentira coupable demain et transférera l'argent. Je regardai maman. Son arrogance était aveuglante. Elle croyait vraiment que je lui appartenais. Au revoir, maman. Au revoir, papa, dis-je. Je ne dis pas au revoir à Mason. Je me dirigeai vers la porte. N'attends pas une assiette de reste, cria papa derrière moi. J'ouvris la porte d'entrée et sortis dans l'air froid de la nuit. Je marchai jusqu'à ma voiture, montai et démarrai le moteur. En sortant de l'allée, je vis la lumière du salon briller, chaude et jaune. Je rejoignis l'autoroute, en direction de la ville. J'allumai la radio, puis 5 minutes plus tard, mon téléphone vibra. Puis il vibra encore et encore. Appel entrant, maman. Appel entrant, maman. Appel entrant, papa. Je ne répondis pas. Je laissai sonner. L'iPad devait s'être actualisé. Mon téléphone ne fit pas que vibrer. Il convulsa. Il dansa sur le siège passager de ma voiture comme un objet possédé. L'écran éclairait l'intérieur sombre du véhicule par des flashs rapides, stroboscopiques. Pigne. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Pigne. Maman, l'email dit voyage annulé. Claire. Réponds. Moi. Pigne. Papa, espèce de petite sorcière égoïste. Décroche le téléphone. Pigne. Mason, c'est quoi ce délire? Maman pleure. Règle ça. Je gardai mes mains à 10h et 2h,
fixant droit devant moi l'autoroute. Les lignes blanches se brouillaient en une strie rythmique. Je ne pleurais pas. Je n'hyperventilais pas. Pour la première fois depuis des années, mon rythme cardiaque était stable. C'était le calme du bourreau qui a finalement laissé tomber la hache. Je conduisis pendant 45 minutes en silence, laissant les notifications s'accumuler comme la neige contre une congère. Quand j'entrai enfin dans le parking de mon immeuble, je coupai le moteur et restai simplement assise là. Le silence du garage était lourd, ponctué seulement par le bourdonnement lointain de la ville et le tic-tac de mon moteur qui refroidissait. Je pris le téléphone. 47 appels manqués. 63 messages textes. Je les parcourus, disséquant l'anatomie de leur panique. Ça a commencé par de la confusion. Pourquoi avons-nous reçu un email d'annulation? Ça doit être un bug. Puis ça s'est transformé en accusation. C'est toi qui as fait ça? Et finalement, ça s'est installé dans une rage débridée. Tu es morte pour nous si tu ne réserves pas à nouveau tout de suite. Ils ne se souciaient pas que je sois parti. Ils n'ont pas demandé si j'étais bien rentré. Ils ne se sont pas excusés pour la montre ou les insultes. Ils se souciaient seulement que le robinet ait été fermé. Je pris l'ascenseur jusqu'à mon étage, mon esprit changeant de vitesse. Je n'étais plus la fille blessée. J'étais l'analyste. Quand un client vient me voir avec un portefeuille qui saigne, je ne pleure pas sur ses pertes. Je cherche la fuite. J'entrai dans mon appartement, mon sanctuaire. C'était propre, calme, et ça sentait les diffuseurs à roseaux chers que je m'achetais parce que personne d'autre ne le ferait. J'enlevai mes talons, me versai un verre d'eau et m'assis à mon bureau. J'ouvris mon ordinateur portable. S'ils étaient si désespérés pour 10 000 €, au point d'essayer de m'intimider pour que je fasse un chèque immédiatement après m'avoir humilié, ce n'était pas pour des serveurs. Mason ne savait pas faire la différence entre un serveur et un grille-pain. Je me connectais au portail bancaire. Je m'étais retiré du compte joint il y a 1 heure, mais j'avais toujours les identifiants de leur compte courant principal. Je l'avais configuré pour eux il y a 5 ans quand ils n'arrivaient pas à comprendre le paiement de factures en ligne. Je savais que c'était une violation de la vie privée de regarder, mais je devais connaître la configuration du champ de bataille. Je naviguais vers l'historique des transactions. Ok, Mason, murmurai-je à l'écran. Voyons quel genre d'entrepreneur tu es vraiment. Le solde du compte était de 412 €. Je remontais. Les 1 500 € que j'envoyais chaque mois arrivaient généralement le 1er. 1er novembre, virement de CLA, plus 1 500 €. 2 novembre, retrait espèce, 1 500 €. 3 novembre, achat débit Liquor World, 124,50 €. 5 novembre, achat débit GameStop, 79,99 €. Comportement parasitaire standard. Mais ensuite, j'ai vu les schémas changer en décembre. 10 décembre. Paiement Venmo à Buy-Invest, 2 000 €. 12 décembre. Paiement Venmo à Buy-Invest, 1 500 €. 15 décembre. Frais de découvert, 35,00 €. Qui était Buy-Invest? J'ouvris un nouvel onglet et fis une recherche rapide sur le pseudo. Rien sur LinkedIn, rien sur les registres de commerce. J'ai vérifié Instagram, profil privé, mais la photo de profil était une pile de jetons de poker. Je retournai au relevé bancaire. 20 décembre. Avance de fonds. Dépôt carte de crédit, plus 5 000 €. Mon estomac se noie. Ils avaient utilisé une carte de crédit au maximum pour une avance de fonds avec un taux d'intérêt de près de 30%. 20 décembre. Paiement Venmo à Buy-Invest, 5 000 €. Ils avaient brûlé 5 000 € d'argent emprunté en quelques secondes. Et aujourd'hui, ils voulaient 10 000 de plus de ma part. Je me reculai, les pièces du puzzle s'assemblant. Ce n'était pas une entreprise. Ce n'était pas de la crypto. Mason jouait, et il perdait gros. Les serveurs n'étaient qu'une couverture que maman et papa avaient avalée, ou peut-être le mensonge qui l'aidait à tisser. J'avais besoin de plus que de simples relevés bancaires. Si j'allais couper les ponts complètement, je devais m'assurer qu'ils ne pourraient pas m'entraîner avec eux. Je me connectais au service de surveillance de crédit que j'utilisais pour ma propre protection d'identité. Je me figeais. Sous demande, il y avait une vérification de crédit approfondie datant de 3 semaines.
Prêteur, Quick Cash Auto Loans. Demandeur, Claire Miller. Je n'avais pas demandé de prêt auto. Ma voiture était payée. Je sentis une sueur froide perler à l'arrière de mon cou. Il ne m'avait pas seulement insulté. Il n'avait pas seulement pris mon argent. Quelqu'un, et j'avais une très bonne idée de qui, essayait d'utiliser ma solvabilité pour boucher le trou dans leur navire en perdition. Je n'avais plus affaire à une famille toxique. J'avais affaire à une fraude financière. Je pris mon téléphone. Je n'appelais pas maman. Je n'appelais pas papa. J'appelais mon avocat, David. C'était la veille de Noël et je savais que ses tarifs seraient doublés, mais je m'en fichais. David, dis-je quand il répondit, sa voix ensommeillée. J'ai besoin de tout geler, et j'ai besoin de rédiger une mise en demeure ce soir. Je n'ai pas dormi. J'ai passé la nuit à changer les mots de passe, à verrouiller les dossiers de crédit et à contester la demande sur mon rapport de crédit. Au moment où le soleil se leva le matin de Noël, le ciel était d'un violet meurtri, assorti aux cernes sous mes yeux. Je m'attendais à un texto. Je m'attendais à un appel. Je ne m'attendais pas au coup sur ma porte à 8 heures. Claire, ouvre cette porte. On sait que tu es là. C'était papa. Sa voix n'était pas festive. Elle était tonitruante. Je marchai jusqu'à la porte. Je vérifiai par le Judas. Ce n'était pas seulement papa. Maman était là, l'air affolé, son maquillage de la veille maculé. Et Mason se tenait derrière eux, les mains dans les poches, ressemblant moins à un entrepreneur de premier plan qu'à un animal acculé. Je déverrouillai le pêne dormant et ouvris la porte, mais je ne me suis pas écarté. Je me tenais sur le seuil, bloquant leur entrée. « Joyeux Noël », dis-je d'un ton plat. « Joyeux Noël », cracha presque papa. Il me bouscula, me forçant à reculer ou à être piétiné. « Tu trouves ça drôle ? Tu penses que ruiner la retraite de tes parents est une blague ?» Ils se déversèrent dans mon salon, apportant une énergie chaotique qui perturba la paix que j'avais cultivée toute la nuit. « On a reçu l'email, Claire, dit maman, sa voix tremblant d'un mélange de rage et de larmes. « Oui, dis-je en m'appuyant contre l'îlot de cuisine, croisant les bras. C'est comme ça que fonctionnent les remboursements. C'était notre voyage, hurla maman. Tu nous l'as donné. Tu ne peux pas simplement le reprendre parce que tes sentiments ont été blessés pour une stupide montre. Ce n'était pas à propos de la montre, maman, dis-je calmement. Espèce de petite. Papa s'avança, son doigt levé. Je t'ai mieux élevé que ça. Être aussi mesquine pour un cadeau. C'est 20 000 €, papa, dis-je. Ce n'est pas mesquin. C'est un acompte pour une maison. C'est ma liberté. Et honnêtement, j'ai réalisé hier soir que je ne peux pas me permettre de vous envoyer en croisière de luxe. Pas quand je dois économiser pour régler le problème de vol d'identité que je viens de découvrir. La pièce devint silencieuse. La tête de Mason se releva d'un coup. Ses yeux rencontrèrent les miens. Et pendant une seconde, je vis la terreur pure. Vol d'identité, demanda maman en clignant des yeux. De quoi tu parles? Quelqu'un a essayé de prendre un prêt auto à mon nom il y a 3 semaines, dis-je en gardant les yeux fixés sur Mason. Quick Cash Auto Loans. Ça te dit quelque chose, Mason? Je ne sais pas de quoi tu parles, balbutia Mason en regardant le sol. Probablement un pirate, tu sais, avec toutes les fuites de données. Arrête, dis-je, ma voix baissant d'un octave. J'ai vérifié l'adresse IP de la demande, Mason. Elle venait de la maison, du réseau Wi-Fi que je paie. Mason? Papa se tourna vers lui. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle ment, cria Mason, son visage devenant rouge et tacheté. Elle invente juste des choses pour justifier le vol de l'argent de vos vacances. Elle essaie de me piéger. Et les 10 000 €? Insistai-je. Les serveurs? Je sais pour Ubiquiti et Invest, Mason. J'ai vu l'historique Venmo sur le compte de maman et papa. Maman halta. Tu as regardé notre compte bancaire? Oui, je l'ai fait, dis-je. Et c'est une bonne chose que je l'ai fait, parce que votre fils entrepreneur a dilapidé 5 000 € de l'argent de votre carte de crédit au jeu ces 2 dernières semaines. Les 10 000 qu'il voulait de moi, ce n'était pas pour du matériel. C'était pour payer un bookmaker. Maman regarda Mason. Elle me regarda.
Puis, dans un mouvement que j'aurais dû prévoir mais qui réussit quand même à me stupéfier, elle retourna sa colère contre moi. Alors tu nous as espionnés, siffla-t-elle. Tu as envahi notre vie privée. Je vous ai sauvé de la faillite, rétorquai-je. Maman, il vous saigne à blanc. Il a fait une erreur, hurla maman, se plaçant entre moi et Mason comme un bouclier humain. Il est sous pression. Il essaie de se construire une vie, et parfois on prend des risques. Si tu lui avais juste donné l'argent, il n'aurait pas eu à chercher ailleurs. Je la fixai. Tu es sérieuse? Tu me reproches ces jeux d'argent? Tu as tellement, grogna papa en secouant la tête. Tu es assise ici dans ce gratte-ciel avec tes meubles de luxe et ton travail à 6 chiffres, et tu ne peux pas aider ton frère à se sortir d'un mauvais pas. Tu dois l'humilier. Tu dois appeler la police. Je n'ai pas encore appelé la police, dis-je. Mais j'ai gelé mon crédit. Tu dois arranger ça, ordonna papa. Réserve à nouveau la croisière. Fais un chèque à Mason pour couvrir cette dette. Et nous oublierons que tu as agi de la sorte. Oublier? Je ris. C'était un son sec et creux. Vous voulez que je paie pour le privilège d'être maltraité? Vous voulez que je rembourse ces dettes de jeu? C'est ce que fait une famille, insista maman. On s'entraide. On pardonne. Non, dis-je. Vous lui pardonnez. Vous m'utilisez. Il y a une différence. Si tu ne l'aides pas, dit papa, sa voix se faisant menaçante. Ne prends plus la peine de venir. Pas de dîner du dimanche, pas de vacances. Tu seras seule, Claire. C'est ce que tu veux? Être une vieille fille amère avec rien d'autre que son compte en banque? Il pensait que la menace de l'exil me briserait. Il pensait que la peur de la solitude était leur carte maîtresse. Sortez, dis-je. Quoi, cligna papa. Sortez de mon appartement, dis-je. Maintenant. Ils partirent, mais pas en silence. Papa donna un coup de pied dans le cadre de ma porte en sortant, laissant une éraflure. Maman sanglotait assez fort pour que les voisins l'entendent, se lamentant d'avoir élevé un monstre. Mason se dépêcha de sortir, me lançant un regard qui promettait des représailles. Je verrouillai la porte et fis glisser la chaîne. Je tremblais, mais pas de peur, d'adrénaline. La guerre avait officiellement commencé. Au cours des 48 heures suivantes, l'assaut numérique fut implacable. Maman publia un long statut vague sur Facebook sur les enfants qui oublient d'où ils viennent et la douleur de la trahison. Des dizaines de ses amis, des gens qui me connaissaient depuis que j'étais en couche, commentèrent avec sympathie, me traitant d'ingrate sans même connaître l'histoire. Puis vinrent ses sbires. Ma tante Linda, la sœur de papa, m'appela. Claire, j'ai entendu dire que tu as annulé le voyage de retraite de tes parents. Comment peux-tu être si cruel? Ils ont le cœur brisé. T'ont-ils dit pourquoi je l'ai annulé, demandai-je. Ils ont dit que tu t'es fâché parce que Mason a eu un meilleur cadeau, me gronda-t-elle. Claire, tu es une adulte. La jalousie est laide. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste raccroché. Mais le silence de Mason était ce qui m'inquiétait. Il n'envoyait pas de texto. Il ne commentait pas. Cela signifiait qu'il complotait. Le 27 décembre, je suis allé au bureau. J'avais besoin de la distraction. J'examinais une proposition de fusion d'un client quand mon portable personnel sonna. C'était tante Sarah de Paris. J'hésitais. Maman l'avait-elle contactée aussi? M'appelait-elle pour me gronder de ne pas avoir apprécié la bougie? Allô, tante Sarah. Claire, sa voix était nette avec cette légère inflexion française qu'elle avait acquise au fil des décennies. Je suis confuse. Je viens de parler à ta mère. Oh, dis-je, me préparant. Je peux expliquer. Elle m'a remercié pour la montre, dit Sarah. Elle a dit que Mason l'adore. Elle a dit que tu la trouvais trop masculine, alors tu la lui as donnée. Je serrai le téléphone. L'audace. Ils ne volaient pas seulement. Ils réécrivaient l'histoire pour couvrir leurs traces. Tante Sarah, dis-je, ma voix tremblante. C'est un mensonge. Ils la lui ont donnée. Je les ai suppliés de ne pas le faire. Il y avait mon nom sur l'étiquette. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Je vois, dit-elle.
Et la croisière? Linda m'a dit que tu leur avais promis une croisière et que tu l'avais ensuite annulée parce que tu avais des problèmes de santé mentale. Je l'ai annulée parce qu'ils m'ont dit que j'étais trop vieille pour les cadeaux, dis-je. Et parce que j'ai découvert que Mason les volait et a essayé de me voler. Voler? Demanda brusquement Sarah. Le jeu, corrigez-je. Et le vol d'identité. Claire? Dit Sarah, son ton passant de confus à glacial. Cette montre, c'était celle de mon défunt mari. Ce n'était pas juste un cadeau. C'était un héritage. Je te l'ai envoyé parce que tu es la seule dans cette famille qui comprend la valeur du temps et du travail acharné. J'ai spécifiquement dit à Linda de ne pas laisser Gary mettre la main dessus. Mason la porte en ce moment même, dis-je. Il l'abîme en jouant aux jeux vidéo. Je vais passer quelques appels, dit Sarah. Ne les laisse pas t'intimider, ma chérie. Tu es plus forte qu'eux. Raccrocher avec elle me donna un second souffle. Je n'étais pas seul. J'avais une alliée. Mais ensuite, le coup près tomba. J'ai reçu une alerte par email de ma banque. Pas celle que je partageais avec mes parents, mais mon compte courant personnel principal. Alerte, activité suspecte détectée. Tentative de transaction, 4 900 €. Statut Venmo, refusé. Je me connectais frénétiquement. Quelqu'un avait essayé de lier mon compte courant principal à un nouveau profil Venmo. Ils avaient mon numéro de compte et mon numéro de routage. Comment? Puis je me suis souvenu. Il y a un an, j'avais fait un chèque à Mason pour la réparation de sa voiture. Il l'avait déposé via mobile. Il avait toujours le chèque physique. Il avait les numéros. Il ne s'arrêtait pas à la demande de crédit. Il essayait de vider mon argent liquide. Ce n'était plus une querelle de famille. C'était une guerre active. J'appelais de nouveau David. Ça a empiré, lui dis-je. Il a essayé d'accéder à mon compte courant. D'accord, dit David. Nous avons assez pour un rapport de police maintenant. Tentative de fraude électronique, vol d'identité. Veux-tu porter plainte? Je fermais les yeux. J'imaginais Mason enfant, me tenant la main pour traverser la rue. Puis je l'imaginais ricanant, la patek à son poignet, me traitant de pingre tout en essayant de me voler. J'imaginais maman le défendant. J'imaginais papa me disant que j'étais trop vieille pour l'amour, mais apparemment juste au bon âge pour être une victime. Oui, dis-je. Porte plainte. Et David, je veux aussi poursuivre pour l'argent qu'ils ont pris du compte joint. Techniquement, je peux prouver que 90% des dépôts venaient de moi. Je veux les poursuivre pour détournement de fonds. C'est la politique de la terre brûlée, Claire, prévint David. On ne revient pas en arrière après avoir poursuivi ses parents. Je regardais la photo encadrée sur mon bureau. Une photo de moi et de mes parents datant de 10 ans. J'avais l'air heureuse. Ils avaient l'air indifférents. Ils ont brûlé le pont, David, dis-je. Je continue, dit David. Je continue, répétai-je. Je raccrochai et ouvris un nouveau dossier sur mon bureau. Je l'ai intitulé Épreuve. J'y ai mis les captures d'écran des textos, les relevés bancaires montrant les dettes de jeu, la demande de crédit, la transaction Venmo refusée. Je construisais une forteresse. Et la prochaine fois qu'ils viendraient frapper, je n'ouvrirai pas seulement la porte. Je leur tendrai une assignation à comparaître. Je regardai l'heure. Il était 17 h. J'avais encore une chose à faire. Je devais leur faire savoir que le jeu avait changé. J'ai envoyé un seul texto à la conversation de groupe incluant maman, papa et Mason. Moi, je viens de recevoir l'alerte concernant la tentative de virement Venmo depuis mon compte courant. Je sais que c'est toi, Mason. Le rapport de police pour vol d'identité et tentative de fraude est en cours de dépôt. Ne me contactez plus. Communiquez uniquement par l'intermédiaire de mon avocat. Je posai le téléphone. J'attendis l'explosion. Le silence qui suivit mon message texte était assourdissant, mais c'était le calme avant le barrage d'artillerie. Ils ne répondirent pas. Ils n'appelèrent pas. Pendant 3 jours, il n'y eut rien d'autre qu'un vide là où se trouvait autrefois ma famille. Puis, le 30 décembre, la convocation arriva. Pas une convocation légale, mais sociale. C'était un email de maman,
mettant en copie toute la famille élargie, tantes, oncles, cousins, et même quelques amis de la famille. Objet, réveillon du Nouvel An et guérison familiale. Rejoignez-nous pour fêter la nouvelle année et célébrer de nouveaux départs. Nous laissons une année difficile derrière nous et nous nous concentrons sur le pardon. Gary et moi organisons un dîner. Nous espérons que tous nos enfants seront là pour montrer que la famille est plus forte que n'importe quel malentendu. C'était un piège passif-agressif magnifiquement décoré. Si je n'y allais pas, j'étais la fille têtue refusant la guérison. Si j'y allais, je tombais dans une embuscade où il me presserait d'abandonner les charges et le procès devant témoins, comptant sur mon désir de ne pas faire de scène pour me forcer à obtempérer. Je fixai l'écran, mon doigt planant sur la touche supprimer. « Tu devrais y aller », dit une voix depuis le seuil de ma cuisine. Je me retournai. Tante Sarah se tenait là, chic dans une écharpe en soie et un manteau de laine, tenant un croissant frais. Elle était arrivée de Paris ce matin-là, évitant complètement la maison de mes parents pour rester dans ma chambre d'amis. « Si tu n'y vas pas », continua Sarah en prenant une bouchée de la pâtisserie, « ils raconteront leur version de l'histoire. Ils te dépeindront comme la méchante. Parfois, ma chérie, il faut entrer dans la fosse au lion pour montrer au lion que c'est toi qui tiens le fouet. »« Je ne veux pas de scène, Sarah, soupirai-je. Je veux juste en finir. »« Alors finiant, dit-elle, ses yeux brillants. Alors, nous y sommes allés. Le réveillon du Nouvel An était glacial. Nous nous sommes garés devant la maison que mes virements mensuels avaient aidé à entretenir, et nous l'avons vue illuminée comme un phare. Les voitures bordaient la rue. Ils avaient invité tout le monde. Ce n'était pas juste un dîner. C'était un tribunal, et le jury était composé de gens qui ne connaissaient que la version de maman. Je suis entré avec Sarah à mon bras. La conversation s'est arrêtée net. « Claire », s'écria maman, se précipitant avec un sourire digne d'une performance, vêtue d'une robe à paillettes qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle s'arrêta net quand elle vit Sarah. Son visage pâlit. « Sarah, je ne savais pas que tu étais dans le pays. »« Évidemment, » dit Sarah froidement, n'offrant pas de câlin. « Bonjour, Linda. »« Eh bien, entrez, entrez » tonna papa depuis le salon, bien que ses yeux se plissèrent en se posant sur moi. « Heureux que tu aies décidé de faire ce qu'il fallait, Claire. » Nous sommes entrés dans le salon. Mason était là, tenant une bière, entouré de cousins. Il avait l'air suffisant. Il portait un costume trop serré, à son poignet, brillant sous l'éclairage encastré, se trouvait la Patek Philippe. « Salut Serette », lança Mason assez fort pour que tout le monde l'entende. « Content que tu sois venu. Sans rancune, hein? Nouvelle année, table rase. » Il comptait sur le public. Il pensait que je n'oserais pas mentionner la fraude devant l'oncle Bob ou la cousine Jenny. « On verra », dis-je doucement. Le dîner fut un exercice de torture. Maman porta un toast sur les difficultés financières et la famille qui se serre les coudes dans les moments difficiles, me jetant des regards significatifs. Papa raconta une histoire sur la façon dont certaines personnes perdent leur chemin et deviennent avides, en me fixant droit dans les yeux. Je mangeais en silence, attendant mon heure. L'explosion se produisit au dessert. « Alors, Claire » demanda l'oncle Bob, inconscient de la tension. « Gary nous dit que tu as trop travaillé, que tu es stressé. C'est pour ça que tu as annulé leur grand voyage. » Je posai ma fourchette. Le tintement contre la porcelaine résonna comme une cloche. « C'est ce qu'ils t'ont dit » demandai-je en regardant maman. « On s'inquiète juste pour toi, chérie » dit rapidement maman, les yeux écarquillés d'avertissement. « Tu n'as pas été toi-même. » Les crises de colère, la paranoïa. « Paranoïa » répétai-je. Je fouillai dans mon sac et en sortis un épais dossier manille. Je le posai sur la table. Est-ce de la paranoïa quand j'ai les journaux d'adresse IP? Claire, range ça, prévint papa, sa voix basse et dangereuse. Pas ici. Non, Gary, interrompit tante Sarah, sa voix tranchant la pièce. Laisse-la parler. Je suis curieuse de savoir pourquoi mon cadeau pour elle est au poignet de ton fils. Mason cacha sa main sous la table. Maman me l'a donné, marmonna-t-il. Après qu'il m'ait dit que j'étais trop vieille pour les cadeaux, ajoutai-je en regardant l'oncle Bob. Et puis, quand j'ai refusé de donner à Mason 10 000 € pour couvrir ses dettes de jeu, ils m'ont mise à la porte.
Dette de jeu, murmura la cousine Jenny. Mensonge, hurla maman en se levant. Elle ment. Elle est jalouse de lui. Vraiment? J'ouvris le dossier. Je ne criais pas. Je ne hurlais pas. Je commençais simplement à faire passer les papiers autour de la table, des copies des relevés bancaires, des virements Venmo à Big T Invest, de la demande de crédit de Quick Cash Auto Loans, du numéro de rapport de police. Voici les 5 000 € qu'il a volés du compte joint, dis-je en montrant une ligne surlignée pendant que ma tante la lisait. Voici la tentative d'ouvrir une ligne de crédit à mon nom. Et voici la tentative de virement depuis mon compte courant personnel qui a déclenché l'alerte à la fraude. La pièce devint silencieuse. Le seul bruit était le froissement du papier. Mason, dit papa en regardant les papiers dans les mains de l'oncle Bob. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as dit que tu avais besoin d'argent pour des serveurs. C'est truqué, balbutia Mason en se levant, renversant sa chaise. Elle a tout inventé. C'est une analyste je ne sais quoi. Elle peut falsifier des documents. Je n'ai pas falsifié le rapport de police, Mason, dis-je froidement. L'inspecteur Miller, sans lien de parenté, s'occupe de l'affaire. Il a dit que l'adresse IP remonte à cette maison, à ton ordinateur portable. Papa regarda Mason. Pour la première fois, je vis les œillères tomber. Il vit la sueur sur le front de Mason. Il vit la terreur. Et il réalisa que son enfant chéri n'avait pas seulement échoué. Il avait commis un crime contre sa propre sœur. Tu l'as volé, murmura papa. Et toi? Tu nous as volé, la carte de crédit. J'allais tout rembourser, cria Mason, sa voix se brisant. J'avais juste besoin d'une grosse victoire. J'avais un système. Si Claire n'avait pas été une telle garce pour l'argent, j'aurais pu tout arranger. N'ose pas lui parler de cette façon, dit tante Sarah en se levant. Elle s'approcha de Mason. Elle était 30 centimètres plus petite que lui, mais elle le dominait comme une géante. Donne-moi la montre. Elle est à moi, ricana Mason en serrant son poignet. Maman me l'a donnée. Elle n'a jamais été à elle pour la donner, dit Sarah. Elle appartenait à mon mari, un homme qui a travaillé pour tout ce qu'il avait. Tu es un voleur et un lâche. Enlève-la ou j'appellerai la police moi-même et j'ajouterai la possession de biens volés à ta liste d'accusations. Mason chercha de l'aide auprès de maman. Maman était affalée sur sa chaise, pleurant dans sa serviette, incapable de regarder qui que ce soit. Lentement, furieusement, Mason déboucla la montre. Il la claqua sur la table. Très bien, hurla-t-il. Personne ne voulait que tu échoues, Mason, dis-je, ma voix stable. On voulait juste que tu grandisses. Mais il est trop tard pour ça maintenant. Je me levai. Je regardais la famille élargie, mes tantes et oncles, qui regardaient mes parents avec un mélange de pitié et de dégoût. La façade était tombée. Le mythe de la famille parfaite que ma mère avait cultivé pendant des décennies était brisé, gisant en morceaux parmi les miettes de gâteau. Je pars, dis-je. Bonne année. Claire. Attends, dit papa, sa voix brisée. Il avait l'air vieux, soudainement vaincu. On peut arranger ça. Ne pars pas comme ça. Il n'y a rien à arranger, papa, dis-je. Je pris la montre sur la table, la tendis à Sarah, et nous sommes sortis. Le silence nous suivit jusqu'à la voiture. Les retombées furent rapides et absolues. Mason fut arrêté 3 jours plus tard. Il s'est avéré que je n'étais pas la seule qu'il avait tenté d'escroquer. Il y avait 2 autres cartes de crédit au nom de papa qui avaient été utilisées au maximum, et un usurier, bien moins poli que moi, avait commencé à faire des menaces. Face à la montagne de preuves que j'ai fournies et à la pression des autres créanciers, Mason a accepté un accord de plaider coupable. Il a évité la prison en acceptant 5 ans de probation, des conseils obligatoires sur la dépendance au jeu et un dédommagement. Mais le dédommagement était une blague. Il n'avait pas d'argent. Le fardeau retomba, comme toujours, sur Gary et Linda. Mais cette fois, je n'étais pas là pour les renflouer. Pour rembourser l'usurier et la dette de carte de crédit afin d'éviter un procès, mes parents durent vendre la maison où j'avais grandi, la maison où ils avaient prévu de prendre leur retraite. Ils déménagèrent dans un 2 pièces en location dans un quartier moins désirable de la ville. Je ne les ai pas aidés à déménager. Environ 3 mois plus tard,
J'ai retrouvé papa pour un café. C'était la première fois que je le voyais depuis la fête. Il avait l'air plus mince, sa bravade avait disparu. Ta mère s'ennuie de toi, dit-il en remuant son café noir. Elle pleure tous les jours. Le distributeur automatique de billets lui manque, dis-je doucement. Papa, c'est la sécurité que je fournissais qui lui manque. Ce n'est pas juste, dit-il, bien qu'il n'ait pas argumenté avec beaucoup de conviction. On a tout gâché, Claire. On le sait. Mason a des problèmes. On était aveugle. Vous n'étiez pas aveugle, le corrigeai-je. Vous étiez consentant. Vous étiez prêt à me sacrifier pour le sauver. C'est ça que je ne peux pas pardonner. Il soupira en regardant par la fenêtre. Y a-t-il une chance? Je veux dire, la location est chère et avec l'inflation il demandait encore. Même maintenant? Non, dis-je. Je posai une main sur la sienne, non par affection, mais dans un geste de finalité. Je ne suis plus votre plan de retraite. Vous avez votre pension. Vous avez la sécurité sociale. Vous avez l'un l'autre. Débrouillez-vous. Je me levai. Je dois y aller. J'ai un vol à prendre. Où vas-tu? Demanda-t-il. Paris, je souris. Sarah et moi partons en croisière sur un fleuve. Une vraie. Je le laissai là, avec son café et ses conséquences.